À 22 h sur Public Sénat. Bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de 24 heures Sénat. Et à la une ce soir, le non-cumul des mandats cristallise les tensions au Sénat. Les sénateurs du groupe RDSE à majorité radicaux de gauche réclament à corps et à cri une exception pour le Sénat. Une hypothèse exclue ce soir par Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur, qui juge inéluctable l'adoption de ce texte. L'UMP tente de calmer le jeu et de montrer un visage uni après les propos de François Fillon sur le vote frontiste. Même consigne au groupe UMP du Sénat. Mobilisation des ministres en ce moment même à Matignon autour de Jean-Marc Ayrault sur la politique de l'emploi. La promesse d'inverser la courbe du chômage est-elle en passe d'être tenue grâce aux emplois d'avenir? Nous poserons la question à nos invités ce soir. Sophie Binet, membre de la direction générale de la CGT, et Claude Jeannereau, sénateur socialiste du Doubs. Et on commence par ce changement de programme qui vient jeter de l'huile sur le feu du débat sur le non-cumul des mandats. Alors que les sénateurs entameront demain l'examen de ce projet de loi, le gouvernement a rajouté à l'ordre du jour de jeudi le texte sur les soins sans consentement, une modification qui va prolonger les débats sur le non-cumul. Inadmissible, voire lamentable, c'est ce qu'on a pu entendre dans l'hémicycle, morceau choisi par Tam Tranui. Le texte sur le cumul de mandats pour lequel le gouvernement a demandé la procédure accélérée, a vu son instruction par la commission des lois dans des circonstances totalement, il faut bien le dire, totalement lamentables. Où cela va-t-il s'arrêter ? Si vous voulez que les sénateurs viennent discuter des sujets importants pour l'avenir de nos concitoyens et de nos institutions le vendredi soir, le samedi et le lundi matin, il vaut mieux le dire tout de suite, on adaptera nos façons de travailler au sein des groupes. Merci. Car il faut dire que les sénateurs, et notamment ceux du groupe RDSE à majorité radicaux de gauche, sont vent debout contre l'interdiction du non-cumul. Ils entendent défendre les spécificités de la Haute Assemblée et demandent une exception pour les sénateurs au nom d'une certaine conception de la République. Nathalie Guilloire. Depuis des mois et des mois, nous sommes tous traités, les parlementaires, les élus de la République, de ringards. Ringard, cumulard, c'est contre cette idée que se battent les radicaux. Le ton est donné. À la veille du débat sur le cumul des mandats, le groupe radical tape du poing sur la table. Et l'artillerie lourde est de sortie avec Jean-Michel Baillet, le chef de file Jacques Mézard, Robert Hue et Jean-Pierre Chevènement. Le groupe veut sauver l'exception du Sénat, représentant des collectivités locales. On le sait bien, la moindre des choses pour bien travailler dans cette Assemblée, c'est de connaître les problématiques des collectivités que nous sommes censés représenter. Et chacun y va de sa tirade et martèle son idée. Cette loi sur le non-cumul, en fait, c'est un cache-sexe d'une opération qui va mutiler une partie de notre démocratie territoriale, notre démocratie représentative en général. La gauche n'ayant qu'une majorité de 3 voix au Sénat, les 18 voix du groupe sont déterminantes pour le gouvernement. Fidèle allié historique de la majorité, les radicaux seront cette fois-ci difficiles à convaincre. Ce matin, le mot de la fin est signé Jean-Pierre Chevènement. Une dernière envolée avant l'ouverture des débats. Les dehors d'un texte vêtu de probité candide et de lin blanc, nous avons affaire à un projet pervers et fondamentalement anti-républicain. Et dans ce contexte, rencontre ce soir avec le maire socialiste de Villeurbanne. Il a renoncé à être député pour se consacrer à son mandat local, mais son agenda demeure chargé. Il met d'ailleurs en garde contre les dangers d'une autre forme de cumul, le cumul des fonctions non électives, une dérive que le projet de loi présenté demain n'aborde pas. Mounir Soussi. Le maire de Villeurbanne passera la matinée dans cette salle, au programme réunion budgétaire. Farouche opposant au cumul des mandats, une fois élu maire en 2001, Jean-Paul Brett a renoncé à son siège de député. C'était mon premier mandat de maire, j'étais maire, donc il y a aussi un apprentissage de maire, même si je savais un peu ce que c'était, volonté de s'investir dans les dossiers qui étaient difficilement compatibles avec l'exercice de mandat parlementaire.
En plus des fonctions de droit qu'exerce tout maire, Jean-Paul Brett préside l'office HLM de sa ville et occupe la vice-présidence de l'agglomération. L'élu consacre du temps à ses fonctions, environ 1 jour et demi par semaine. Un investissement nécessaire s'il veut porter les intérêts de sa ville au niveau local, mais il prévient qu'à ce niveau-là aussi, le cumul peut avoir des effets pervers. Plus vous en empilez, même si c'est dans un étalement, je dirais, dans le territoire, hein, plus à partir de là, ce sont vos collaborateurs qui sont amenés à parler à votre place. Et plus vous organisez un système de cours, éventuellement, hein, ce qui peut exister, comme partout. Cette question est absente de l'actuel projet de loi sur le cumul des mandats. Le maire de Villeurbanne évoque la possibilité de limiter le nombre de responsabilités locales pour les élus afin d'éviter les phénomènes de mainmise sur un territoire. En séance au Sénat, l'examen du projet de loi pour l'égalité femmes-hommes s'est poursuivi cet après-midi. La réforme du congé parental a été adoptée. Le gouvernement espère que le nombre d'hommes en congé parental passera de 18 000 actuellement à 100 000 d'ici la fin du quinquennat. Le vote sur l'ensemble de ce texte devrait intervenir ce soir. Et puis sachez que les projets de loi sur la transparence de la vie publique, conséquence de l'affaire Cahuzac, ont été définitivement adoptés aujourd'hui par le Parlement après un dernier vote de l'Assemblée nationale. Traumatisés par la guerre des chefs de novembre 2012, les ténors de l'UMP ont choisi ce matin de mettre entre parenthèses leur division sur le Front National en adoptant à l'unanimité, y compris François Fillon, une position consensuelle. Après plusieurs jours de tension, le patron Jean-François Copé assurant même qu'il en allait de l'avenir du parti, l'heure est à la volonté d'apaisement. On écoute le président de l'UMP suivi de l'ancien Premier ministre François Fillon. Nous combattrons et nous nous opposerons avec une très grande vigueur à la politique qui est conduite par le gouvernement socialiste et ses alliés. Et de la même manière, nous combattrons avec la même vigueur tous les extrémismes et les sectarismes que nous rejetterons toujours. J'ai expliqué à mes amis politiques que j'avais combattu le Front National toute ma vie et que je n'avais pas l'intention de changer de position. Que j'avais toujours combattu les alliances avec le Front National et que je les combattrai toujours. Et enfin, qu'à titre personnel, jamais je ne voterai pour un candidat du Front National. Bonsoir Michael Zamès. On vous retrouve comme tous les mardis pour votre chronique sur les groupes politiques du Sénat. Et aujourd'hui, eh bien, gros plan sur l'UMP, car bien sûr, on a parlé des remous provoqués par les propos de François Fillon. Et finalement, la météo n'a pas tourné à l'orage non plus ici au Sénat. Hein. Pas à l'orage, mais la houle était très forte. Le bateau a un petit peu tangué, mais il n'a pas coulé. En tout cas, si on en croit le démineur en chef, j'ai nommé Jean-Pierre Raffarin. Il y a un consensus pour dire clairement qu'on ne votera pas Front National. Donc François Fillon a bien clarifié sa position. Jean-François Copé s'est positionné en rassembleur et donc on a un communiqué qui appelle au rassemblement national. Halte au feu, vive l'unité, un peu de sagesse, notamment sénatoriale, ça ne fait pas de mal. Alors sagesse, oui, mais ça ne veut pas dire forcément accord. Reste que sur le fond, le groupe UMP est profondément divisé. Un sénateur d'une maire de plus de 4000 habitants m'avouait avoir fait un sondage auprès de la population. 80% seraient d'accord avec le positionnement de François Fillon. Pour être clair, l'ancien Premier ministre aurait fait le bon constat, mais c'est dans la façon de le dire finalement que l'exposé qui a été plutôt maladroite face caméra. Cette fois, ses proches, ses amis ne disent pas autre chose. Il a très clairement posé un débat qui, à mon avis, aurait dû être posé à l'intérieur des instances de l'UMP. La vraie question, c'est pour aller où? Comme il est hors de question de soutenir le Front National à un deuxième tour, est-il vraiment nécessaire d'ouvrir ce type de débat, même si, je le reconnais volontiers, il y a des sectaires partout et le Front National n'en a pas le monopole. Et voilà, encore une petite pièce dans la machine de la part de Gérard Longuet. Alors combien de temps cela peut-il durer? Le président du groupe UMP a sa petite idée, écoutez. Non, on n'est pas passé loin de la catastrophe, mais il faut qu'on s'habitue à un dialogue et à une compétition. À partir du moment où, dans nos statuts, nous avons prévu qu'en 2017, il y aurait des primaires entre nos personnalités. Eh bien, vous n'empêchez pas des gens de grand talent qui ont été au service du pays ou qui veulent l'être demain, à essayer de se différencier un peu. Alors derrière le sourire et l'accent chantant du Sud pour le maire de Marseille, vous avez peut-être perçu, comment dirais-je,
un léger agacement, un petit peu d'inquiétude. Et si on en croit Jean-Claude Gaudin, ça ne fait que commencer. Merci beaucoup, Mickaël, pour vos explications. Et on vous retrouve avec plaisir la semaine prochaine. Et pour la présidente du Front National, Marine Le Pen, qui était l'invitée de l'émission Preuve par 3, les propos de François Fillon sont une victoire idéologique. On l'écoute. Quand des ténors de l'UMP déplacent à droite, parfois très à droite, leur curseur. Quand on les entend par exemple sur l'immigration, le droit du sol, oui, certaines incontestablement, allocations. incontestablement. Vous revendiquez cette victoire idéologique? Mais incontestablement, ce sont des victoires idéologiques, puisque c'est nous qui avons contribué à obliger les partis politiques, pas seulement d'ailleurs de l'UMP, mais également du PS, à venir sur des thématiques telles que le protectionnisme, telles que l'existence de frontières, telles que la maîtrise des flux migratoires. Jusque-là sur les questions économiques. Ils jugent votre programme dangereux sur le plan économique et politique. Oui, j'entendais, vous verrez pendant la campagne européenne, ils ne manqueront pas de venir vous parler de l'Europe protectrice, concept tout à fait nouveau dans leur bouche. Ils ne manqueront pas d'évoquer la nécessaire souveraineté de la France, après en avoir vidé totalement le contenu. Je n'ai absolument aucun doute sur le fait que nous serons la force d'attraction, notamment aux européennes, et que vous retrouverez dans la bouche d'un certain nombre, qu'ils soient de droite ou de gauche, des formulations très proches de celles qui sont exprimées par le Front National. On verra. Le préjudice écologique bientôt inscrit dans le Code civil. Un rapport en ce sens a été remis aujourd'hui à la garde des Sceaux, Christiane Taubira. Le préjudice écologique avait été reconnu dans le procès de l'Erika, le pétrolier qui avait fait naufrage en 1999 au large des côtes bretonnes. Les juristes avaient salué une décision permettant de faire indemniser les conséquences d'une marée noire sur la faune et la flore. Flora Sauvage. C'est un pas de plus vers l'inscription de la notion de préjudice écologique dans le Code civil. Après le naufrage de l'Erika en 1999, la Cour de cassation avait reconnu en 2012 le préjudice écologique qui s'en était suivi. Ce matin, Yves Gégouzeau a remis son rapport à la garde des Sceaux. L'idée en mettant ça dans le Code civil, c'est d'en faire le droit commun. Le droit commun de la réparation du préjudice écologique. L'objectif, c'était de rendre ce qui est un beau principe, ce qui est déjà dans la Constitution, opérationnel. Le rapport préconise la création d'une haute autorité indépendante, garante du respect de l'environnement. Celle-ci centraliserait le montant des réparations versées par les pollueurs au titre du préjudice écologique. Pour l'avocate spécialisée en droit de l'environnement Corinne Lepage, ce rapport apporte peu de nouveautés. Introduire des tribunaux d'exception, une étatisation du système, le fait que l'État, dans un fonds, gère indirectement de l'argent qui est destiné à la réparation du dommage écologique, alors qu'on sait très bien que les caisses sont vides, tout ça est extrêmement dangereux et n'apporte rien du tout. La ministre de la Justice, Christiane Taubira, devrait présenter un projet de loi sur le préjudice écologique d'ici à la fin de l'année. Et le sénateur UMP de la Vendée, Bruno Retailleau, est notre invité ce soir. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors en mai dernier, une proposition de loi pour inscrire le préjudice écologique dans le Code civil était adoptée à l'unanimité au Sénat, à votre initiative. Comment accueillez-vous aujourd'hui la remise de ce rapport ? Je l'accueille plutôt favorablement parce que, qu'est-ce que dit ce rapport? Que, il faut absolument que la notion nouvelle de préjudice écologique qui a été reconnue grâce à la Cour de cassation puisse entrer dans le Code civil, qui est la constitution, si vous voulez, de la société civile française. Et il reprend un certain nombre de problématiques, notamment en matière de réparation, prioritairement en nature, notamment en matière de prévention. Donc je suis très heureux que des juristes reconnaissent le bien fondé du texte qui a été voté par tous mes collègues, avec le rapport de mon ami Alain Ziani, et je pense qu'il faut aller désormais plus loin et que l'Assemblée nationale prenne notre proposition de loi, notre petite loi, pour la voter définitivement. Qu'est-ce que ça va changer concrètement d'inscrire le préjudice écologique dans le Code civil? Ça va changer beaucoup de choses parce que, vous savez, pour l'affaire Erika, l'avocat général près de la Cour de cassation avait failli basculer dans le sens inverse en disant finalement, passé, il n'y a rien à voir. Bien. Et je pense que inscrire le préjudice écologique dans le Code civil, c'est fondamental. C'est fondamental parce que c'est un nouveau préjudice. Pourquoi? Parce que le Code civil, traditionnellement, il reconnaît des dommages faits à des personnes. Il faut que le dommage soit certain, direct, personnel. Or, la nature n'est pas une personne. Donc, s'il n'y a pas de personne, peut-il y avoir une victime? Et s'il n'y a pas de victime, peut-il y avoir une responsabilité? Première chose. Ensuite, le Code civil prévoit un régime de réparation qui laisse les juges décider si c'est en nature ou si c'est de façon monétaire. Et nous, on a dit non, il faut réparer prioritairement en nature parce qu'il faut retrouver l'état environnemental initial. Voilà, c'est des
points qui sont importants. Ça vient à un moment très important de notre évolution du droit et il faut le faire maintenant, c'est pas demain. Ouais. Alors, vous parlez effectivement de cette réparation du préjudice en nature. Est-ce qu'il faut remettre les choses en état? C'est quasiment mission impossible, ça, non? Non, après une marée noire, par exemple, comme ce que vous avez connu. Écoutez, si, beaucoup de bénévoles, par exemple, sont venus, nous, les départements, les communes, on a engagé de nombreuses dépenses, justement, pour remettre les plages, les rochers dans un état de propreté. On n'y parvient que partiellement. Mais je pense que c'est important. Quand il y a un procès, en matière de dommages liés à l'environnement, le problème, c'est pas obtenir des dommages et intérêts de façon sonnante et trébuchante. L'important, on est bien d'accord, c'est d'abord, de dissuader ceux qui seraient tentés de répéter le dommage et enfin, d'essayer de réparer la nature. C'est ça qui est fondamental. Et je pense qu'aujourd'hui, le Code civil n'est pas approprié à cette réparation prioritairement en nature. C'est une des raisons qui nous a poussé, avec mes collègues de droite et de gauche, à inscrire le préjudice écologique dans le Code civil. Il faut le faire. Dans le rapport qui a été remis à la garde des Sceaux aujourd'hui, eh bien, on prévoit de créer une haute autorité environnementale. Que peut-on attendre de cette nouvelle institution? Alors bon, il faut se méfier des hautes autorités. Je ne suis pas sûr que les parlementaires aiment beaucoup les hautes autorités. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un déficit aujourd'hui en termes d'expertise, d'évaluation et de contrôle si on veut qu'il y ait une réparation en nature. Donc nous, on avait émis avec Alain Ziani cette idée, par exemple, de la création d'un socialiste fonds, de Gironde. voilà, qui était rapporteur de la proposition de loi. Donc je ne sais pas s'il faut aller jusqu'à l'autorité. Je pense qu'elle risque d'effrayer. Et de ce point de vue-là, Corinne Lepage, que j'entendais, a sans doute un certain nombre de raisons. Je pense quand même qu'il faut un fonds, qu'il faut une expertise, une évaluation. Il faut qu'on arrive à mieux s'armer face à ces grandes catastrophes naturelles qui sont des préjudices abominables. Vous savez, moi j'ai connu l'arrivée de la marée noire, 400 km, des centaines de milliers d'oiseaux mazoutés, des préjudices aussi économiques terribles. Il faut arriver un jour sur la côte et vous n'entendez plus de sons de vagues parce qu'elles sont étouffées par la lourdeur du pétrole. Vous n'entendez plus le chant d'oiseaux. C'est sépulcral, si vous voulez. Et je pense que quand on a vécu cela une fois dans sa vie, on se dit, il ne faut plus que ça se reproduise, plus jamais ça. C'est, je crois, ce qui nous a tous rassemblés, d'ailleurs, sur les bancs du Sénat. Et vraiment, il faut maintenant que... Alors, ce rapport va pouvoir compléter, mais il faut que l'Assemblée... bien sûr, j'entendais, il faut que Mme Taubira repropose un projet de loi. Non, il existe déjà. Et le rapport reconnaît d'ailleurs l'intérêt de notre proposition. Merci d'avoir été notre invité. La Cour des comptes s'attaque au marché de l'optique, dénonçant des prix trop chers pour les lunettes. Elle suggère, pour renflouer le déficit de la sécurité sociale, que l'assurance maladie se désengage de ce secteur. Les complémentaires santé prendraient le relais. Marisol Touraine, la ministre de la Santé, rejette cette idée et affirme qu'il n'y aura pas de déremboursement des lunettes par la sécurité sociale. 24 heures Sénat, tout de suite le débat. La création des emplois d'avenir va-t-elle permettre à François Hollande de réussir son pari d'inverser la courbe du chômage, alors que se tient en ce moment même à Matignon une réunion de mobilisation des ministres sur les politiques de l'emploi? On ouvre le débat avec nos invités ce soir. Sophie Binet de la CGT, merci d'être avec nous. Et Claude Jeannereau, vous êtes sénateur socialiste du Doubs et vous étiez au Sénat le rapporteur du projet de loi sur la création des emplois d'avenir. Avant d'en parler, eh bien, on va regarder ce reportage de Cécile Cixous qui a été réalisée aujourd'hui dans le Val d'Oise et elle s'était intéressée à une expérience réussie dans le secteur non marchand. Cécile Cixous. Juste pour toi Stéphanie, j'ai reçu un courrier tout à l'heure. Comme chaque matin, elle distribue le courrier à ses collègues. À 21 ans, Doria travaille comme assistante d'accueil chez ce bailleur social en région parisienne. Il y a 6 mois, elle a décroché un emploi d'avenir, une opportunité pour elle qui a arrêté ses études avant le bac. Malgré le fait qu'on n'ait pas fait des années d'études, ou parce qu'on sort par exemple du département, admettons du 93, on peut aussi avoir notre chance et puis travailler. Répondre au téléphone, accueillir les clients, Doria a été formée au siège de l'entreprise. Comme elle, 4 autres jeunes ont été embauchés à Aubonne. Un plus pour Patrick Darol, le directeur de l'agence. C'est pour nous vraiment une opportunité d'avoir ces personnes parce qu'ils seront formés à nos métiers, à notre profession. Et donc l'objectif, évidemment, au bout du délai d'1 an, puisqu'ils ont un contrat d'1 an, c'est de faire un point
après les séances, bien sûr, d'analyse avec les missions locales, avec le tuteur, etc., c'est de les recruter sur les postes qu'ils occupent ou des postes analogues, des postes sur lesquels donc, ils auront acquis pendant tout le temps de cette année des compétences. À la fin de son contrat, Doria espère bien être recruté en CDI, une hypothèse que n'exclut pas son employeur. Alors les emplois d'avenir vont-ils permettre d'inverser la courbe du chômage? On en parle avec nos invités ce soir. Claude Jeannereau, est-ce qu'un an après le vote de la loi portant création des emplois d'avenir, le bilan est plutôt positif pour ces emplois d'avenir? Je crois que le reportage que vous venez de montrer le démontre. Mais je crois qu'il ne faut pas non plus s'arrêter aux seuls emplois d'avenir. Si dans quelques semaines, comme nous l'espérons tous, la courbe du chômage est inversée, nous le devrons aux emplois d'avenir, mais nous le devrons aussi au contrat de génération, nous le devrons aussi à une mesure... La fameuse boîte à outils du gouvernement. Oui, nous le devrons aussi à une mesure qui est d'actualité, ces formations pour l'emploi, et qui ont fait l'objet, vous le savez aujourd'hui, d'une réunion au ministère du Travail, autour des régions, des partenaires sociaux. L'objectif, c'était, par ces formations, de répondre aux offres d'emploi non satisfaites. Faire en sorte qu'une offre d'emploi ne reste pas disponible, faute de compétences existantes. Et c'est ainsi que 30 000 personnes, 30 000 demandeurs d'emploi, vont pouvoir, dans les semaines qui viennent, accéder à une formation correspondant à un besoin sur le marché du travail. Et c'est l'ensemble de cette panoplie qui va permettre, je l'espère, d'inverser la courbe du chômage. Mais je voudrais juste ajouter un point. J'entends dire que ce sont des artifices, que ce sont des ersatz. Non, ces mesures constituent, et votre reportage l'a démontré, un vrai investissement au service de l'emploi. Parce que tout le monde y gagne. L'entreprise qui accueille le jeune et qui va pouvoir répondre à des besoins qui ne sont aujourd'hui pas satisfaits, et le jeune qui va vraiment acquérir une première expérience professionnelle et surtout une vraie qualification monnayable ensuite sur le marché du travail. Pourtant, la CGT a également publié hier un bilan de ces contrats d'avenir et le bilan n'est pas aussi positif que vous le soulignez. Vous pensez que l'État n'a pas les moyens de pérenniser ces emplois et vous dénoncez des contrats précaires? Oui, exactement. Le bilan de la CGT, c'est un bilan en demi-teinte parce que nous attendions beaucoup des emplois d'avenir et de la politique de François Hollande en direction des jeunes. C'est la priorité qu'il a donnée à son quinquennat. On n'attend pas seulement l'inversion de la courbe du chômage, mais une vraie ambition pour la jeunesse. Donc, d'un point de vue, les éléments positifs, c'est bien évidemment le nombre et puis le public avec des jeunes vraiment en difficulté qui ont été touchés par les emplois d'avenir, avec un accompagnement de qualité assuré par les missions locales. Par contre, nous avons 3 inquiétudes. La première, c'est effectivement la stabilité des contrats, puisque nous nous sommes investis à toutes les étapes de discussion sur le texte, et donc nous avions notamment avec les parlementaires réussi à faire inscrire dans la loi que l'emploi d'avenir devait être soit sous forme de CDI, soit sous forme de CDD 3 ans. Or, le bilan montre que c'est 90% des CDD, donc seulement 10% de CDI, et que parmi les CDD, on a 45% de CDD de moins de 2 ans. Donc c'est des contrats qui sont courts, et ça, ces contrats courts, ça nous interroge par rapport à 2 choses. D'abord, la capacité à mettre en place une formation qualifiante. Sur un temps de 1 an ou 2 ans, on peut moins faire accéder à une qualification pour les jeunes. Et puis ensuite, la qualité de l'insertion derrière, dont on sait, les études économiques le démontrent, que plus un emploi aidé il est court, plus l'insertion derrière va être difficile pour arriver sur un emploi stable. Donc on a des interrogations là-dessus. Et ensuite, nous avons également des interrogations sur les effets de substitution et les effets d'aubaine qu'il peut y avoir avec les emplois d'avenir, notamment avec le développement dans le secteur marchand, sans aucune limite. Par exemple, à Paris, il y a des emplois d'avenir qui ont été pris à monoprix sur la mise en rayon. Et là, c'est vrai que l'utilité sociale de l'emploi d'avenir, on peut l'interroger et la rechercher. Claude Jeannereau, sur ce problème de la pérennisation de ces contrats aidés, qu'est-ce que vous pouvez répondre à Sophie Je Binet? voudrais rassurer notre interlocutrice. Je suis par ailleurs président de mon département. Le Doubs. J'ai recruté beaucoup d'emplois d'avenir. Et sans effet de substitution, puisque la règle que nous nous étions donnée, et nous nous y tenons, c'est précisément que ces emplois ne prennent aucun emploi existant. Mais surtout, je pense que l'effet d'optique que vous dénoncez, c'est-à-dire ces contrats à durée déterminée, tient souvent au statut de la fonction publique territoriale, qui exige que ce soit des contrats, mais dans tous les cas, je veux vous rassurer, s'agissant par exemple de ma collectivité départementale, c'est des contrats d'1 an, renouvelables, et donc nous nous sommes fixés une ligne, et c'est le cas de beaucoup de présidents de collectivités, c'est d'accueillir ces jeunes pour 3 ans,
comme le prévoit en Et effet après, qu'est-ce qu'on la fait? Est-ce loi. que les collectivités territoriales que vous représentez ce soir ont les moyens de pérenniser ces emplois? Parce qu'on se souvient du traumatisme des emplois jeunes sous Lionel Jospin. Justement, les fautes d'aide de l'État, ces emplois n'avaient pas été pérennisés. Je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait de malentendus. Moi, lorsque j'ai accueilli mes jeunes dans la collectivité, je leur ai dit, un certain nombre d'entre vous pourront intégrer un emploi dans la collectivité. Nous en avons tenu compte dans notre gestion prévisionnelle de nos ressources humaines. Mais un certain nombre d'autres, car c'est l'objet de ces emplois d'avenir, trouveront leur suite ailleurs, en dehors de la collectivité, puisque l'objectif de cette mesure, c'est de permettre aux jeunes d'acquérir une première expérience et une formation qui doit être monnayable sur le marché du travail. Et donc, moi, l'engagement que j'ai pris à l'égard de ces jeunes, pour ne prendre que l'exemple de ma collectivité, c'est, à l'issue de ce contrat, s'ils ne trouvent pas une suite au sein de la collectivité, c'est de leur retrouver naturellement un emploi correspondant à la qualification acquise, là où nous pourrons le trouver. Sophie Binier, vous êtes convaincue par les arguments du sénateur? Non, j'ai deux questions. La première, c'est qu'effectivement, le statut de la fonction publique empêche de recruter en CDI. Par contre, le statut de la fonction publique rend tout à fait possible de recruter en CDD 3 ans. Pourquoi c'était intéressant sur les emplois d'avenir? Justement par rapport à ce que vous dites, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a un certain nombre de jeunes en emploi d'avenir qui ne pourront pas continuer ensuite dans les collectivités. Par contre, leur capacité à trouver un emploi intéressant derrière dépend de la durée de leur contrat, parce que ça dépend de la qualité de la formation qu'ils auront reçue. Et pendant un CDD 1 an, on ne peut pas suivre une vraie formation qualifiante, d'autant que la majorité des jeunes qui sont en emploi d'avenir aujourd'hui sont des jeunes non qualifiés, donc qui ont besoin d'être formés. Donc pourquoi ne pas recruter directement ces jeunes en CDD 3 ans? Je vous laisse répondre à son interpellation. Oui, je peux vous dire que l'intérêt de la collectivité, c'est naturellement de garder ces jeunes 3 ans. Et je crois que la volonté qui est à l'œuvre, elle est bien celle-là. Je ne vois pas pour quelle raison, au bout d'1 an, ces jeunes seraient remis sur le marché du travail. Je crois qu'il y a... en CDD 3 ans, alors c'est ça, je ne comprends pas. Il y a eu, ici ou là, probablement des contraintes de nature un peu administrative. Mais là, je peux vous 45% de contraintes administratives. Mais je peux vous dire que la philosophie qui anime mes collègues élus en la matière, et c'est bien l'intérêt de la collectivité, c'est d'assurer cette pérennité et de faire en sorte que, à l'issue de chaque année, soit rediscuter avec le jeune les conditions de la poursuite. Mais encore une fois, l'objectif, c'est l'emploi dans la collectivité chaque fois que vous en parliez au possible. début de ce débat, on ne peut pas tout miser sur ces contrats aidés, sur ces contrats d'avenir, car les jeunes qui sont au chômage ne sont pas que des jeunes sans qualification. Qu'est-ce qu'on fait alors? Puisque je rappelle les chiffres, 10,5% de chômeurs en France, c'est le plus haut niveau depuis fin 97. Mais j'évoquais les autres mesures, notamment celles qui permettent d'accéder à une formation, à une qualification, les formations pour l'emploi, qui sont d'ailleurs portées par l'ensemble des partenaires sociaux. Je rappelle que ces formations, 30 000 personnes, pas seulement des jeunes, des demandeurs d'emploi, sans qualification, sans formation, vont pouvoir accéder à un emploi disponible aujourd'hui sur le marché du travail, grâce précisément à cette formation suivie. Je crois qu'il faut se fixer, c'est très pragmatique comme démarche, il faut se fixer comme ligne de ne laisser aucune offre d'emploi sans titulaire, dès lors que l'explication, c'est qu'il n'y a pas la formation correspondante. Très rapidement, Sophie Binier, parce qu'il nous reste très peu de temps. Juste un deux mot choses. sur D'abord, les formations. La question sur les jeunes, c'est comment est-ce qu'on rompt avec la logique de précarité qui prévaut pour les jeunes? Et là, ce qui nous dérange à la CGT, c'est qu'on a des politiques publiques qui accompagnent la précarité dans laquelle sont aujourd'hui les jeunes. Pourquoi ne pas proposer des contrats à durée plus longue? Ensuite, sur la question de la formation pour les chômeurs, parce que j'étais hier justement à cette réunion au ministère du Travail, et ce que cette réunion a montré, c'est un peu ce qu'on disait déjà depuis le mois de juin, c'est que finalement, on n'a toujours pas été capable d'identifier précisément les endroits dans lesquels il y avait un besoin de main-d'œuvre et qu'il n'y avait pas les formations correspondantes. Donc on a débloqué 30 000 formations, on est en train de le faire, mais par contre, nous n'avons toujours pas vu remonter les tableurs précis avec dans tel endroit il y a des offres d'emploi précises qui ne sont pas pourvues. Donc l'interrogation demeure. Eh bien, merci à tous les deux d'avoir été les invités de ce 24h Sénat. C'est la fin de cette édition. À 22h, Sonia Mabrouk pour une émission spéciale non-cumul des mandats. Bonne soirée et à demain.